À vous les femmes blessées, celles dont on ne fait pas de décompte, qui disent être tombées dans les escaliers, toutes les femmes battues dans le silence le plus total des voisins, des proches de ceux qui savent mais qui ne font rien. À vous les mamans désenfantées, celles qui ont voulu fuir ce climat de violence, mais qui pour la justice n'a rien trouvé de mieux à faire que de vous enlever vos enfants. En les plaçant ou en les donnant la garde à votre bourreau, nous pensons à vous. À vous touchés directement par la perte d'un enfant, d'une sœur, d'une mère, nous pensons à vous tous les jours. Nous nous associons à votre douleur parce qu'un jour ça pourrait être nous. Nous ne lâcherons rien, jamais. À vous le gouvernement responsable en partie de ces drames, de ces vies perdues, de par votre silence et votre inaction concernant le fléau des violences conjugales. Coupable de ne pas protéger vos citoyennes au pays des droits de l'homme en 2019, en France, nous allons vous hurler notre colère. Nous allons vous hurler nos chiffres et le nom de nos sœurs assassinées, massacrées sous les coups du terrorisme patriarcal. Aux femmes assassinées, la patrie indifférente. Nous sommes à ce jour 120 de moins. 120 vies ont été prises en toute impunité. 120 qui comptent et qui compteront toujours, mais nous aimerions en avoir moins à compter. Nous ne voulons plus compter nos mortes. 120, ce n'est pas qu'un chiffre, ce ne sont pas que des femmes, ce sont des enfants sans mère, des familles détruites. Une femme assassinée, c'est plusieurs vies brisées. Parce qu'on ne meurt pas que le 8 mars et le 24 novembre, mais bien tous les 2 jours en France, il faut cesser ce massacre. Du coup, nous, ce qu'on réclame concrètement, c'est plus de place dans les hébergements pour les femmes qui sont victimes de violences. On réclame aussi des formations obligatoires pour les professionnels qui sont en lien avec les victimes, donc que ce soit les magistrats, les gendarmes, les policiers, tous ceux qui sont en lien direct avec les victimes, que ce soit les femmes ou les hommes. Une prise en compte sérieuse et rapide des plaintes aussi. On a le cas d'une femme qui s'appelle Radia, qui est décédée le 30 octobre 2018, qui avait porté déjà 7 fois plainte pour violence contre son conjoint et qui est malheureusement décédée sous les coups de son conjoint. On réclame aussi un suivi médical des agresseurs. En ce moment, ce qui a été mis en place, c'est des stages de rééducation dans le comportement, apprendre aux hommes qui ont déjà violenté leurs femmes à ne plus le faire, à arrêter tout ça. On leur propose ça, donc c'est déjà bien, mais je pense que c'est pas suffisant. Et bien sûr, ce qu'on réclame le plus, c'est la déchéance des droits parentaux sur le père, une fois que les violences ont eu lieu sur la mère et pas au décès de la mère. Parce que, au décès d'une femme, on peut plus rien faire pour son enfant. C'est pas le père qui l'a violenté toute sa vie qui va pouvoir récupérer le droit. Nous, à notre échelle, on ne peut pas réclamer 1 milliard d'euros comme d'autres assos peuvent le faire ou comme d'autres personnalités publiques peuvent le faire. Mais ce qu'on réclame, c'est au moins des moyens humains. Allô ? Et on réclame au moins des moyens humains et juridiques. Alors bonjour, moi je suis Alison, ancienne victime de violences conjugales. Alors effectivement il y a un problème de micro, parfois ça coupe. Donc moi j'ai témoigné dans le Courrier de l'Ouest le 21 juillet dernier. Alors effectivement, moi j'ai aussi fait face à l'inaction en fait des forces de l'ordre. J'ai fait face aussi aux failles du système judiciaire, parce qu'on parle d'ordonnance de protection, elle n'est pas automatique et surtout, même quand elle est ordonnée, elle n'est pas appliquée. Exemple, j'appelle à 5h du matin, je suis sous la protection de l'ordonnance de protection. Et pourtant, j'appelle, je dis qu'il se trouve devant mon domicile, où il n'a pas lieu d'être, où il a l'interdiction d'être. Et on me répond, vous êtes enfermée à clé, madame, donc vous êtes en sécurité. Non, c'était pas une réponse à apporter, ni à moi, ni aux autres victimes que je rencontre depuis l'apparition de mon article. Alors, ils ont attendu des mois, 3, 4 mois, et au bout de 4 mois, il a fallu un drame supplémentaire. J'ai cette chance aujourd'hui de ne pas être la 121e victime. J'ai pas été victime d'homicide, de féminicide, mais ce jour-là, le 12 mars, le drame supplémentaire pour moi, ça a été un viol. Voilà, un viol qui, pour moi, je tiens responsable le système judiciaire qui n'est pas intervenu assez rapidement. Voilà. Alors aujourd'hui, moi, j'ai décidé, j'avais un choix qui s'offrait à moi, c'était soit je restais victime, vita aeternam, soit je m'écartais de cette étiquette de victime et je me bats. J'ai décidé de me battre. Alors pas pour moi maintenant, parce que voilà, c'est du passé, mais pour vous, pour mes filles, pour les jeunes femmes de demain. Voilà. Alors j'ai effectivement créé une association, les Roses de l'Espoir. Alors pourquoi les roses ? Parce que j'ai écrit un texte qui dit « Telle une fleur, une femme devrait s'épanouir, mais sous l'emprise et la peur, elle se voit peu à peu mourir. »
Je voulais donner de l'espoir aussi dans cette appellation d'association. Parce que quand j'entends SOS Femmes, SOS c'est un cri d'alerte, c'est alarmant. Et moi ce que je veux c'est donner de l'espoir. Parce qu'aujourd'hui, moi j'en suis l'exemple, je me reconstruis, je vais de l'avant. Et aujourd'hui je partage la vie avec un homme formidable. Et je sais dorénavant qu'un amour inconditionnel ça existe. Parce que les victimes de violences conjugales, vous n'êtes pas dans un amour réel. Vous êtes dans un amour conditionnel. On vous aime à condition que vous obéissiez. On vous aime à condition que vous vous habillez comme lui l'a souhaité. Voilà, un amour réel, c'est sans condition. On vous aime tel que vous êtes et pour ce que vous êtes. Multiplions justement les interventions en milieu scolaire. Il faut prendre le problème à la base. Il faut parler d'égalité homme-femme dès le plus jeune âge. Ça fait partie d'une revendication que j'ai. Il y en a une que vous n'avez pas donnée et que je revendique, moi, c'est aussi un statut de victime pour les enfants. Parce qu'on les sollicite, on les sursollicite pendant la procédure. Mes filles ont dû se déplacer au commissariat à plusieurs reprises, ont dû aller en médecine légale à plusieurs reprises. C'est épuisant aussi pour les enfants. Mais une fois au tribunal, ils font partie des abonnés absents. Ils n'ont pas de statut de victime. Comment se reconstruisent-ils après ça ? S'il y a un statut de victime, il y a une meilleure prise en charge. Aujourd'hui, il n'existe pas d'espace de parole pour les enfants. Donc l'association, justement, va mettre ce groupe de parole pour les enfants parce que c'est important. Voilà. Alors Alison, beaucoup d'Angevins se souviennent de ton article qui était paru dans le Courrier de l'Ouest au mois de juillet. Je suppose que tu as eu beaucoup de retours. Peux-tu nous en parler, s'il te plaît ? Alors oui, effectivement, j'ai eu pas mal de retours auxquels je ne m'attendais pas. Ça m'a énormément touchée parce que beaucoup de messages de soutien et surtout, ce que je notais dans les commentaires, c'est des choses qui, pour moi, je ne méritais pas de recevoir tous ces commentaires-là parce que j'avais une mauvaise estime de moi, je n'avais pas confiance en moi et finalement, je me suis reconstruite et j'ai pris confiance grâce à tous ces retours-là qui ont été positifs où on m'a dit « mais tu es courageuse, mais tu es un super porte-parole, tu es une belle oratrice, etc. » Et bien merci à tout ça parce que grâce à eux, j'ai retrouvé les compétences et les qualités que je croyais perdues à jamais. Voilà. Quand il part, lui, il ne part pas avec vos qualités, il ne part pas avec vos compétences. Ça, c'est un message pour les victimes. Croyez en vous. D'accord, et justement, moi je parle par rapport à cet article. Quelles ont été les réactions de ton entourage ? Alors l'entourage, ils m'ont quand même soutenu. Après, ça peut déranger aussi, hein, parce que quand on fait du bruit, ça peut déranger les personnes. Tout le monde n'était pas prêt aussi à faire étalage de la vie privée. Donc voilà, il y a eu un peu des retours très différents. Alors après cet article, tu m'as parlé tout à l'heure que tu avais créé une association. Peux-tu nous en parler ? Oui, alors effectivement, j'ai créé une association avec l'aide d'une amie Karima et puis de d'autres personnes, bien évidemment. Alors pourquoi je l'ai créée ? Justement, depuis l'apparition de l'article, j'ai eu beaucoup de retours, j'ai eu des prises de contact de victimes, de parents aussi de victimes, d'entourage de victimes qui m'ont dit « tu es le bon porte-parole ». Donc du coup, à la suite de ça, voilà, j'ai mûri le projet et j'ai créé une association que j'appelle les Roses de l'Espoir parce que je voulais que c'est une connotation un peu positive parce que SOS Femmes, SOS pour moi c'est un cri d'alerte, c'est au secours, je suis en train de me noyer et c'est pas ce que je revendique moi et c'est pas ce que je veux renvoyer à la victime. Il y a un après en fait, il y a une possibilité du bonheur, tout le monde y a le droit. Parce que je suis formidable, tu es probablement formidable et nous sommes tous formidables. Donc j'ai créé cette association qui a pour projet alors à la fois de mettre en place des groupes de parole pour les victimes, pour l'entourage aussi, parce qu'ils ont besoin aussi d'être soutenus, ils ont besoin aussi de prendre soin d'eux pour pouvoir prendre soin de leur entourage justement, et puis un groupe de parole pour les enfants. Ce sont un peu les oubliés du système judiciaire quand on parle de violences conjugales. Ce ne sont pas de simples dommages collatéraux. D'ailleurs, moi, j'aimerais qu'on ne parle pas de violences conjugales, mais plutôt de violences familiales, parce que ça touche tout le monde. Et puis, bien évidemment, on a un groupe de travail au sein de cette association qui va faire un peu le listing des failles du système judiciaire pour pouvoir ensuite les lister, faire un courrier, une pétition qui sera ensuite relayée à nos politiques, parce qu'il est temps de les mettre face à leurs responsabilités. Alors là, j'ai envie de te poser une petite question au niveau de la politique. Au niveau du Grenelle de Marielle Chapat, qu'est-ce que tu en penses ? Alors je fais pas de langue de bois moi, donc je vais être très sincère sur ce que je pense là-dessus.
Pour moi, c'est un faux débat, c'est une fausse concertation. Alors pourquoi je m'explique? Parce que bien évidemment, on met autour de la table des associations représentant de victimes ou représentant de l'entourage des victimes, mais elles sont limitées à un temps de parole entre 2 et 5 minutes. Voilà, moi je pense que je ne mets pas 5 minutes à expliquer ce qui ne va pas dans ce système-là. Il en faut bien plus. Et en plus, c'est le préfet, enfin la préfecture qui l'organise au niveau local, et c'est eux qui prennent la parole en dernier. Et donc du coup, nous n'avons pas de droit de réponse. Donc il n'y a pas de débat. C'est de la poudre aux yeux. Et Alison, au niveau côté personnel, lorsque toi tu as été à la police porter plainte au niveau de tes violences conjugales, comment ça s'est déroulé en fait? Alors elle est intéressante cette question parce qu'effectivement à partir du moment où on est dans une démarche de déposer plainte, eh ben, on est confronté à plusieurs failles du système judiciaire. Alors déjà la première c'est que la procédure elle est extrêmement lente. Alors pour information par exemple en Espagne, dès lors qu'il y a un dépôt de plainte pour violence conjugale, ils ont 72 heures pour procéder à l'interpellation du mis en cause. Donc ils ont réduit quand même, ils ont divisé par 2 le nombre de féminicides. Donc il est temps de se poser les bonnes questions et d'aller voir dans les pays limitrophes ce qui marche et ce qui ne marche pas chez nous. Après, dans les failles du système aussi judiciaire, moi je peux vous dire par exemple que j'ai eu une ordonnance de protection. Alors ces ordonnances de protection, elles sont malheureusement pas systématiques et quand vous y avez le droit, elles ne sont pas forcément appliquées. Par exemple, moi j'appelle à 5h du matin parce qu'il est devant chez moi, il m'importune, je ne dors plus, ça fait des mois que je ne dors plus parce qu'il m'importune chaque nuit. Pour vous expliquer un peu l'état d'esprit dans lequel je me trouve à ce moment-là, je dors avec un marteau près de mon lit. Donc j'ai peur pour ma vie, j'ai peur pour la vie de mes enfants. Quand j'appelle la police en disant j'ai déposé plainte, j'ai une ordonnance de protection, on me répond oui madame, vous êtes verrouillée donc vous ne risquez rien. Ben si, je risquais quelque chose. Donc ils ont mis 3-4 mois quasiment à avancer dans mon dossier et ils ont attendu en fait le drame supplémentaire. Pour moi, le drame supplémentaire, le 12 mars, c'est un viol. Voilà. Et il a fallu ce drame-là pour que ça bouge. Donc ça, ce n'est pas normal. Autre faille du système, pendant toute la procédure, on associe les enfants en fait à l'enquête. Donc les enfants sont amenés à se déplacer à plusieurs reprises au commissariat de police, en médecine légale, avec des associations aussi. Et une fois qu'on est au tribunal, ils font partie des abonnés absents. Alors moi, je revendique aussi un statut de victime pour les enfants. Parce qu'ils ont subi ça aussi. Ce sont aussi des victimes. Oui, les enfants voient, entendent. Ils voient, ils entendent, ils subissent. Moi, personnellement, ma fille, la plus jeune, en fait, qui avait 11 ans, donc en décembre dernier, a eu une fracture du coude. Donc, elle a eu 15 jours de plâtre. Et pourtant, elle n'a pas de statut de victime. Et c'est important, ce statut de victime pour les enfants, pour les aider à se reconstruire. Et puis, pour qu'il y ait une vraie prise en charge qui n'existe pas aujourd'hui. Voilà pourquoi, moi, je crée ce groupe de parole pour les enfants, pour leur permettre ça. Et là, tu parles des enfants, mais j'imagine donc par rapport à ta situation personnelle que tes enfants ont certainement eu beaucoup de retours à l'école. Alors oui, oui, ça c'est vrai. Mes filles, elles viennent, elles me voient et elles me disent « Mais maman, tu sais, on a de la chance de t'avoir. » Enfin, en tout cas, c'est le retour que leurs copines leur font. Elles disent « Mais votre maman, elle est trop courageuse et vous avez trop de chance de l'avoir. » Je crois qu'elles sont fières de moi. Mais quand elles me disent ça, d'ailleurs, je leur dis « Mais vous savez, si je suis courageuse, c'est pour vous aussi. Et c'est vous qui me donnez cette force-là. » Quand on est maman, je crois qu'on a une énergie sous le pied. Je ne sais pas d'où elle vient, mais c'est énorme. L'amour d'une maman pour ses enfants, c'est ça qui fait la force en fait et c'est ce qui fait que moi j'ai envie de me battre pour leur avenir de femme à elle plus tard. Et une dernière question, Alison, si tu avais quelque chose à dire aux personnes qui sont violentées dans leur couple, qu'est-ce que tu aimerais leur dire aujourd'hui ? Alors la première chose que je voudrais leur dire, c'est que, parce que bien souvent ces victimes, vous les victimes, vous culpabilisez, vous pensez mériter ce que vous êtes en train de vivre. Eh bien non, non, ce n'est pas à vous de porter en fait cette culpabilité, c'est bien à lui. La violence, il n'y a aucune excuse en fait à être violent. Donc quand vous entendez ces phrases, mais tu vois ce que tu me fais faire, c'est toi qui me rends fou, c'est ce qu'on appelle le transfert de culpabilité. Alors comprenez-le et puis extirpez-vous de cette relation et venez me voir, contactez les Roses de l'Espoir. Et n'oublions pas de préciser aussi que les violences sont non seulement physiques, mais psychologiques. Oui. Oui, effectivement, il y a des violences alors physiques, il y a des violences sexuelles aussi, on en parle très peu. Pourtant, les violences conjugales, il y a beaucoup de femmes qui subissent aussi les violences sexuelles parce que je crois qu'on est encore trop dans le devoir conjugal. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler et gommer dans les esprits des femmes d'aujourd'hui. Et puis, effectivement, il y a aussi ce qu'on appelle les violences verbales. Pour moi, elles sont encore plus dévastatrices
Parce que les bleus, ils s'effacent en quelques jours et on oublie vite, hein, le cerveau nous y aide. Par contre, en revanche, les violences morales, c'est ce qui est encore plus difficile justement à effacer de nos têtes. C'est ce qui a fait que moi, au début d'ailleurs, quand je pars, je suis encore je m'aime pas. Je m'aime pas, j'ai pas confiance en moi et donc ça ne me permet pas de m'affirmer aussi. Et c'est pour ça que je suis cette petite chose qui ne se rebelle pas face à lui. Peux-tu nous dire la raison de ta venue aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Bonjour tout d'abord. Alors, moi, j'en ai entendu parler par Iman parce que ça a été une des organisatrices et c'est mon amie, donc premièrement soutien. Et ensuite, c'est une cause qui me touche beaucoup parce que ma maman, qui est présente aussi, a été victime de violences conjugales. Donc j'ai été confrontée à ça depuis quand j'étais petite. Heureusement, c'en est fini aujourd'hui. Donc c'est une façon aussi de soutenir les femmes qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui n'ont pas la force, qui n'ont pas les ressources pour. Et puis une autre façon de soutenir aussi de dire merci et un bel hommage aux femmes qui ont été tuées. J'ai pu lire un petit peu les histoires et c'est vraiment horrible. Ça m'a ravagée. Et ça m'a vraiment mis beaucoup d'émotions de voir qu'il y avait des gens qui venaient, des hommes, des jeunes hommes qui se sont fait écrire le nom des femmes sur les bras. Ça m'a fait chaud au cœur de voir qu'il y a vraiment encore Un soutien des hommes ? Soutien des hommes, conscience, qu'on ne retrouve pas beaucoup chez notre génération aujourd'hui. Donc ça fait vraiment chaud au cœur et puis de voir qu'il y avait des femmes, elles n'ont pas parlé que des violences conjugales, mais aussi du sexisme qu'on vit dans la rue tout le temps. On est obligé de se faire emmerder l'été et tout, là c'est l'hiver. On va se couvrir un peu plus donc il y aura un peu moins de problèmes, mais c'était important d'en parler et d'être présents tous ensemble, c'était superbe. Et toi, en tant que femme, quand tu te fais embêter dans la rue comme ça, tu réagis comment ? Est-ce que tu réagis d'ailleurs ? Oui, maman ne veut pas que je réagisse parce qu'elle a dit qu'elle trouve que ça peut être très dangereux, mais j'ai un caractère de merde et j'ai aucun problème à me retourner, à leur faire remarquer que c'est des remarques de frustrés, c'est pas comme ça qu'ils baiseront plus. Donc voilà. Donc je reviens en fait, parce que tout à l'heure tu me disais que tu es finalement la fille d'une maman qui a été victime de violences conjugales. Comment tu l'as vécu toi ? Je l'ai vécu assez mal parce que j'étais déjà très très jeune, donc au début il y a un stade où on n'a pas la maturité, la conscience de comprendre ce qui se passe, ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. Ensuite pendant mon adolescence, quand j'ai commencé à mettre des mots et des pensées, conscientiser ce qui n'était pas normal finalement, ça m'a vachement détruite et je pense que ça a altéré beaucoup dans mon développement. J'ai dû prendre des grandes bouffées pour pouvoir faire des pas en avant. D'ailleurs je me suis beaucoup détruite, j'ai beaucoup été dans l'autodestruction et beaucoup dans la peur des hommes finalement. Je me suis jamais mis en couple avec un homme ou quoi. Je pense que ce n'est pas anodin, il n'y a pas de lien entre ça. Donc c'est quand même fort ce que tu es en train de dire. Tu es en train de dire tu t'es pas mis avec un homme par la peur ? Par la peur, non. J'ai pas vraiment peur des hommes, mais oui, il y a un côté de peur en fait. J'ai pas eu en fait l'image de ce qu'est un homme et une femme qui s'aiment. Comment ça se passe du coup, L'image de l'homme protecteur. Voilà, c'est ça, la première, excusez-moi, la première, je ne sais pas, je trouve pas mon mot, image du couple qu'on est censé avoir, c'est nos deux parents, donc un homme et une femme qui s'aiment, et j'ai pas eu ça, donc je sais pas comment faire, et donc ouais, ça me met peut-être un peu dans la peur. I'm wasting my time, nothing to do. Hanging around now, waiting for your words. Nothing ever happens, and I wonder how, I wonder why. Yesterday it's all about the blue, blue sky, and now that I can't see, it's the island lemon tree. Turning my head up and down, turning around. Isolation is not good for me. Isolation.
want to sit on a lemon tree, here in the barrack grip. Just another rain and afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. Hanging around now, when the boy over, nothing ever happens. And I wonder who's I wonder why. Yesterday it's all about the blue, blue sky. And all that I can see, just a lot of lemon tree. And I wonder, I turn my head up and down, turn it around. And I hope that I can see, and I hope that I can see, and I hope that I can see, just another lemon tree.